Je suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et, ce faisant, d'étendre notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne pouvait pas répondre aux besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons stipulé que le cours devait être traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Bienvenue aux téléspectateurs à ce cours complet One World, One Vision sur le strabisme et la conférence d'aujourd'hui sur les stagmas. Je m'appelle Bert Kouchner et je suis le modérateur de cette série. Je souhaite la bienvenue à tous les téléspectateurs. J'imagine que certains ont déjà regardé cette série et si c'est votre cas, je suis heureux que vous soyez de retour. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier, un véritable expert des stagmas, le Dr Rich Hertel du Northeast Ohio Medical College. Je ne connais personne qui en sache plus sur l'examen et la prise en charge clinique du nystagmus que Rich Hertel. Il est innovant et son travail a eu un impact significatif sur notre compréhension de cet ensemble fascinant de troubles. Le Dr Hertel est chef du service d'ophtalmologie pédiatrique et directeur du Children's Vision Center. Il est titulaire de la chaire d'ophtalmologie Robert Boomer et Jill Bernstein, directeur du programme de bourse en ophtalmologie pédiatrique et strabisme à l'hôpital pour enfants d'Akron à Akron, dans l'Ohio. Il a été l'investigateur principal de nombreux projets de recherche financés par le NIH, y compris des études en cours sur le traitement du strabisme, du nystagmus, de l'amblyopie, de la cataracte infantile et de la rétinopathie des prématurés. Il a publié plus de 260 articles, 2 manuels, et c'est un conférencier très demandé sur ce sujet. Aujourd'hui, je dirais donc que nous allons à la montagne ou que nous nous abreuvons au puits, si vous voulez. Sur ce, je cède la parole au Dr Hertel. Tout le travail que je vais présenter dans les 30 à 40 prochaines minutes a été accompli au cours des 40 dernières années avec l'aide d'un très grand nombre de personnes, dont beaucoup sont énumérées ici à l'écran, y compris mes 2 amis du royaume animal. Vous la voyez à droite, dont j'en parlerai plus tard. L'une des choses que j'aimerais suggérer, c'est que si vous vous intéressez à ce sujet et que vous souhaitez disposer d'une source unique pour le nystagmus, la petite enfance et l'enfance, ce livre en bas à gauche est maintenant téléchargeable gratuitement, car la maison d'édition n'existe plus. Vous pouvez télécharger l'intégralité de ce manuel à l'adresse que vous voyez ici. Si l'un d'entre vous le souhaite à nouveau et ne le voit pas sur la diapositive, faites-le moi savoir et je vous l'enverrai. Je voudrais commencer par la classification, la caractérisation et la dénomination du nystagmus. Il s'agit d'une vieille classification de manuel qui utilise des éponymes et l'observation clinique pure.
Malheureusement, il n'existe pas de système de classification universellement accepté pour de nombreuses anomalies des mouvements oculaires, y compris le nystagmus, et de nombreuses formes de strabisme. Il est donc très difficile pour nous de communiquer les uns avec les autres dans le monde entier, au niveau national et international, concernant ces groupes particuliers de maladies. Malheureusement, tous les yeux qui remuent ne sont pas atteints de nystagmus. Le nystagmus signifie hocher la tête et se caractérise par une oscillation involontaire des yeux avec une phase lente constante ou une phase lente et rapide. C'est la phase lente qui constitue la pathologie. Il existe un groupe d'anomalies où il n'y a pas de phase lente et seulement des phases rapides. Le bébé que vous voyez ici en haut à droite en est un exemple. La personne que vous voyez ici en bas à droite a été l'un des premiers expérimentateurs en physiologie oculomotrice à utiliser des techniques électrophysiologiques pour étudier le système des mouvements oculaires. Je voudrais parler un peu de l'histoire de la dénomination du nystagmus et de l'idée que d'une manière ou d'une autre, le nom de nystagmus congénital reste dans la littérature, dans notre langue vernaculaire et même dans les manuels modernes. J'ai le sentiment que ce nom particulier devrait être supprimé de notre terminologie, mais je n'ai pas le sentiment que c'est la solution. C'est une histoire, une petite histoire, qui montre pourquoi il aurait fallu le faire il y a de nombreuses années. Le Dr Kogan qui nous a aidés à comprendre le nystagmus dans la petite enfance et l'enfance en prenant des groupes d'enfants atteints de nystagmus et en les divisant en deux catégories. Ceux qui avaient un nystagmus mais qui pouvaient voir et ceux qui n'avaient pas de nystagmus mais qui ne pouvaient pas voir. Il a appelé les premiers nystagmus moteurs et les seconds nystagmus sensoriels. Cette terminologie a perduré pendant des années. Au début des années 70, à la fin des années 60 et au début des années 70, les docteurs Delosso et Daroff ainsi que le docteur Flynn en Floride ont enregistré les mouvements oculaires de ces jeunes enfants, qu'ils présentent ou non des déficits du système sensoriel. Ils ont constaté qu'ils présentaient le même type d'oscillation oculaire motrice, le même type de nystagmus. Lorsque David Kogan a pris connaissance de ces présentations, il a écrit une lettre au docteur Daroff, que vous voyez à gauche, dans laquelle il disait que nous devrions abolir les noms de nystagmus sensoriel et de nystagmus moteur. La personne qui a donné ce nom a donc demandé à ce qu'il soit aboli, ce qui n'a toujours pas été fait et persiste dans notre littérature. Au début des années 90, le National Eye Institute a parrainé un symposium sur la classification des anomalies des mouvements oculaires et du strabisme. Je l'appellerai CEMAS. Il s'agissait d'un groupe de travail composé de personnel national multispécialité et multidisciplinaire, qui s'est réuni pour essayer d'établir un système de classification uniforme, qui pourrait être utilisé par ceux qui s'intéressent au système moteur oculaire, en particulier pour commencer les essais cliniques. J'utiliserai aujourd'hui le système CMAS. Voici un exemple des 11 types de nystagmus proposés par le CMAS. Les 3 types les plus courants chez le nourrisson et l'enfant sont le syndrome du nystagmus infantile, le syndrome du nystagmus de fusion, que l'on appelait autrefois latent, et le syndrome de spasmus nutans. La plupart des formes de nystagmus sont divisées en 2 catégories, celles qui sont neurologiquement significatives et celles qui sont neurologiquement insignifiantes. Cela permet de mieux définir et différencier ce que l'on appelait autrefois les formes acquises et non acquises de nystagmus. La plupart des gens savent comment examiner les enfants présentant des anomalies des mouvements oculaires. Je me contenterai donc de souligner les différences particulières entre cette population de patients et les troubles courants des mouvements oculaires, en particulier le strabisme. Il est très important de demander aux membres de la famille si d'autres personnes sont atteintes de nystagmus. Très souvent, la famille ne le dira pas, sauf si on le lui demande directement, et vous seriez surpris du nombre de familles qui vous donneront des antécédents de nystagmus dominants ou liés au chromosome X dans la famille. Demandez comment l'enfant se comporte à différents niveaux d'éclairage. L'exemple que j'aime utiliser est celui de l'entrée et de la sortie d'une salle de cinéma, parce que cela vous donne les 2 possibilités. L'enfant met-il plus de temps à s'habituer à trouver sa place ou à sortir de la salle de cinéma? Cela vous aidera à comprendre s'il existe une maladie rétinienne associée. L'une des autres questions est de savoir s'ils ont des problèmes avec les couleurs. Vous voulez les interroger sur leur croissance et leur développement depuis la naissance. Le pédiatre ou le prestataire de soins primaires sont-ils préoccupés par le fait qu'ils n'atteignent pas les étapes de leur développement? C'est très important. Environ 80% des patients atteints de nystagmus infantile auront un retard de développement et parmi eux, 40 à 60% auront des problèmes neurologiques supplémentaires. Lorsque vous examinez l'enfant, il est important de connaître sa vision en tant que personne. Toute notre vision en tant que personne se fait dans des conditions binoculaires avec notre meilleure correction en place. C'est particulièrement vrai pour les patients atteints de nystagmus,
car leur nystagmus peut changer avec le temps. Il peut changer sous couverture monoculaire et il peut changer si leur tête est fixée, en particulier dans un visiomètre. Il est important de vérifier également la sensibilité au contraste et j'expliquerai pourquoi dans un instant, mais il s'agit probablement d'une meilleure mesure de la fonction visuelle que la vision à haute fréquence spatiale ou les lettres noires sur un écran blanc. Vous n'avez pas besoin de parcourir tout le tableau, mais vous verrez comment leur fonction visuelle change en fonction de l'œil et de l'orbite. Observez les yeux pendant 5 minutes en regardant droit devant, et je sais que c'est probablement la routine pour une dizaine de patients dans le cabinet d'un ophtalmologiste. Il existe donc une astuce simple. Demandez à l'un des techniciens de filmer les yeux en regardant droit devant eux pendant 5 minutes. S'ils ont un strabisme, posez un cache-œil sur l'œil non préféré et observez l'œil pour voir s'il change spontanément d'intensité ou de direction, car 17 à 33% des patients atteints de SNI, syndrome du nystagmus infantile, auront un changement spontané de direction ou d'intensité. Redressez la tête du patient et pour les patients suffisamment âgés pour que vous puissiez communiquer avec eux, demandez-leur si leur tête est droite ou tournée. Environ 70 à 80% des patients d'âge scolaire ou plus âgés à qui l'on a imposé une posture de la tête pour leur nystagmus présenteront une anomalie de la localisation égocentrique et diront que leur tête semble de travers lorsque vous la redressez physiquement. Et ces patients peuvent être ceux qui ont une posture de tête persistante après une chirurgie des muscles oculaires. Je ne vais pas passer en revue toutes ces diapositives dans les moindres détails, mais je veux que vous sachiez que si vous ne disposez pas d'enregistrement des mouvements oculaires, l'une des façons de distinguer les qui ont un nystagmus neurologiquement significatif dans l'enfance et ceux qui n'en ont pas, est de savoir si le nystagmus commence après la petite enfance et peut être documenté après la petite enfance, et s'ils remplissent ou non les critères que vous voyez à gauche, qui sont les critères cliniques du nystagmus infantile, et s'ils ont seulement besoin d'une évaluation de leur système visuel ou s'ils ont besoin d'une évaluation supplémentaire de leur système neurologique. La meilleure façon d'effectuer un examen différentiel est probablement d'utiliser des enregistrements des mouvements oculaires. Je sais que cette diapositive est compliquée, mais son but est précisément de vous montrer que l'établissement d'une posture de la tête, l'évaluation d'une posture de la tête et la raison de la posture de la tête d'un patient peuvent ne pas être uniquement les yeux. Certes, les yeux ont pu être à l'origine de la posture de la tête et peuvent encore en être responsables, mais il ne s'agit pas seulement d'un regard excentrique nul. Si vous couvrez un œil, il se peut qu'il veuille placer un œil vers le nez et changer la posture de la tête. S'il y a périodicité, la posture de la tête changera de façon dynamique. Si vous les stimulez par une poursuite fluide, leur posture de tête changera. S'ils ont une mauvaise vision d'un œil, la posture de leur tête peut changer si vous leur demandez de regarder avec l'œil qui a une mauvaise vision. Et ils peuvent avoir une localisation égocentrique anormale. Il est donc important de comprendre l'ensemble du spectre clinique des patients lorsque l'on traite la posture de la tête ou que l'on évalue une posture de la tête pour un traitement ou après un traitement. Je pense que la raison fondamentale pour laquelle je comprends mieux les patients présentant des anomalies des mouvements oculaires, en particulier le nystagmus, est l'utilisation d'enregistrement des mouvements oculaires, et cela apporte autant à ceux d'entre nous qui examinent ces patients régulièrement que l'électrocardiographie pour le cardiologue ou le chirurgien cardiaque. Il m'est presque impossible de diagnostiquer l'anomalie des mouvements oculaires sur la seule base de l'évaluation clinique. Nous pouvons parfois la réduire à 2 ou 3 oscillations, mais le diagnostic exact exige le même type de précision que l'électrocardiographie pour les arythmies cardiaques. À l'heure actuelle, il existe sur le marché commercial des appareils comme celui-ci qui ne touchent pas le visage. Le bébé peut être assis sur les genoux de sa mère et il s'agit d'une oculographie vidéo à distance qui enregistre les yeux jusqu'à 1000 fois par seconde. C'est donc très précis. Lorsque l'on enregistre les yeux avec des enregistrements de mouvements oculaires, en gros, et je vais le dire maintenant et le répéter tout au long de l'exposé, lorsque l'on regarde ces enregistrements de mouvements oculaires, on voit le temps aller de la gauche vers la droite. Les mouvements vers la droite sont vers le haut, les mouvements vers la gauche sont vers le bas s'ils sont horizontaux. Les mouvements verticaux sont vers le haut et les mouvements verticaux vers le bas. Le haut correspond à la droite et le bas à la gauche s'il s'agit de mouvements verticaux. Il s'agit de toutes les formes d'ondes possibles pour les battements simples, montrant 2 ou 3 battements du nystagmus qui sont présents. La forme d'onde la plus simple est un pendule pur que vous voyez en haut à gauche ou une phase linéaire lente pure que vous voyez en haut à droite. Ces formes d'ondes simples sont le plus souvent observées dans les formes de nystagmus d'importance neurologique, celles associées à une maladie du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet, à une toxicité,
à un traumatisme, à une tumeur, à une réaction inflammatoire, etc. Les phases lentes plus compliquées que vous voyez, le reste de ces représentations artistiques, sont le résultat de l'adaptation du cerveau à une phase lente de vitesse croissante et font partie du syndrome du nystagmus infantile. Les deux phases lentes de base sont donc une vitesse croissante ou une vitesse décroissante. Et qu'entendons-nous par là? La phase rapide est corrective, la phase lente est pathologique. Si vous regardez les flèches jaunes, elles indiquent les phases lentes qui augmentent la vitesse et je l'ai illustré en vous montrant une rampe d'accès à l'autoroute. L'augmentation de la vitesse correspond à l'entrée sur l'autoroute. Ainsi, si l'œil s'éloigne de la saccade à une vitesse croissante, cela n'est associé qu'au syndrome du nystagmus infantile. Si l'œil s'éloigne de la saccade, en quittant l'autoroute, il s'agit d'une vitesse décroissante associée à certaines formes de nystagmus acquis, ainsi qu'au nystagmus du mal-développement de la fusion. J'espère que cela a été un peu plus clair pour vous. Outre les enregistrements des mouvements oculaires, il est très important d'évaluer le système afférent, car la plupart des patients atteints du syndrome du nystagmus infantile présentent une maladie associée du système afférent, soit du segment antérieur, de la rétine, du nerf optique ou des voies visuelles. Ce sont les tests que nous effectuons systématiquement chez nos patients. À l'heure actuelle, il est possible d'effectuer des ERG portatifs en tant que dépistage avec les résultats que vous voyez en bas. Nous pouvons évaluer les potentiels visuels évoqués ainsi que l'acuité avec les cartes Teller. Nous utilisons également un SDOCT, domaine spatial tomographie par cohérence optique, bioptogène portable, qui permet d'obtenir des scans à une fréquence d'environ 60 à 70 000 fois par seconde, de sorte que l'oscillation de l'œil ne brouille pas le TCO. Le test de sensibilité au contraste, comme vous le voyez en bas à gauche, est à notre avis un test très important pour les patients atteints de nystagmus. Je voudrais vous montrer ce qui fait que le système visuel des patients atteints de nystagmus est différent du nôtre, de celui des patients dont le système oculomoteur est stable, c'est qu'ils ont une période où leur système visuel fonctionne le moins bien et une période où leur fonction visuelle fonctionne le mieux, selon la fonction que vous mesurez, qu'il s'agisse de l'acuité, du contraste, du mouvement, du temps de réaction visuelle, de l'acuité visuelle dépendante du regard. Si vous mesurez une personne atteinte de nystagmus, quelle que soit la fonction visuelle, toutes les heures pendant 6 heures, vous n'obtiendrez pas la même mesure. Leur système visuel fluctue, tout comme la tension artérielle, les hormones, la glycémie, c'est différent. C'est un concept totalement différent. Ainsi, si vous voyez le patient pendant 5 minutes au cabinet, vous pouvez obtenir une fonction visuelle et quelqu'un d'autre le verra le lendemain à une heure différente ou l'examinera une heure plus tard. Il est donc très important de comprendre que ce que nous essayons de faire avec les patients, et je passe sur le traitement, c'est de leur donner leur meilleure fonction visuelle la plupart du temps. La première maladie est le nystagmus infantile, qui est la plus courante de toutes les oscillations observées dans l'enfance et qui présente une phase lente croissante diagnostique sur les enregistrements iMove. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un déficit du système sensoriel qui cause directement le nystagmus. Il interfère avec la communication entre les systèmes afférents et efférents en développement, et je montrerai une diapositive à ce sujet dans un petit moment, mais vous pouvez lire ici les caractéristiques associées au syndrome du nystagmus infantile. Mais 17 à 33% des patients atteints de SNI ont une intensité qui change spontanément, comme vous pouvez le voir ici chez cette jeune femme. Si vous l'observez, en plus de son ésotropie, que vous verrez lors des tests de l'écran, observez l'intensité de son oscillation. Elle change spontanément d'intensité en termes d'amplitude et de fréquence. Et si vous enregistrez ces mouvements oculaires pendant, disons, 5 à 10 minutes en la regardant droit devant, voici ce que vous verrez sur l'enregistrement des mouvements oculaires, et voici les mouvements oculaires. La droite est à nouveau en haut et le bas est à gauche. Et vous voyez des mouvements oculaires qui augmentent lentement vers la droite, ralentissent, s'arrêtent presque et repartent vers la gauche, et ce rythme est extrêmement régulier. Il s'agit d'un nystagmus alternant, périodique, infantile pur, c'est-à-dire qu'en plus d'une oscillation continue, l'intensité et la direction changent. Ainsi, imaginez que vous êtes au sommet du nystagmus battant à droite et que vous demandez à la personne son acuité, elle aura un virage à droite,
Mais si vous le voyez 1 minute et demie à 2 minutes plus tard, il tournera son visage vers la gauche afin de vous donner sa meilleure acuité. Il est donc très important d'évaluer tous les patients atteints de nystagmus pendant quelques minutes. La raison pour laquelle les patients présentent un nystagmus infantile est que pendant une période critique du développement de la motricité oculaire, quelque part entre 1 et 4 mois, le système de communication entre la capacité de voir, qui est le système afférent, et la capacité de bouger les yeux, qui est en train de se développer, est rompu. C'est ce qui provoque l'anomalie du système moteur. Ce n'est pas le système afférent qui perturbe directement le système moteur. C'est le cerveau qui communique principalement avec lui-même et le meilleur exemple du fonctionnement de ce système et de la façon dont il peut être corrigé se trouve dans les cas de cataracte congénitale. Et celui des cataractes congénitales. Nous savons que si elles ne sont pas traitées, le patient développera une oscillation typique du nystagmus infantile, mais si le développement du système afférent est corrigé et normalisé au cours des 3 premiers mois, le nystagmus ne se développe pas ou est corrigé. Le nystagmus de fusion est un trouble de la communication entre le développement de la capacité à utiliser les yeux ensemble où le système binoculaire et le système de stabilisation des mouvements oculaires ont une phase lente linéaire ou à vitesse décroissante. Les enregistrements des mouvements oculaires permettent de les différencier clairement, mais cliniquement, il est très difficile de les différencier. Voici une jeune femme qui a une ésotropie à petit angle et qui préfère en fait un œil. Et ce que vous verrez lors des tests de couverture et de couverture alternée est une ésotropie avec une oscillation cliniquement présente qui saccade à gauche lorsque l'œil gauche regarde et qui saccade à droite lorsque l'œil droit regarde. C'est ce qu'on appelait autrefois nystagmus latent typique. Si l'on enregistre les mouvements oculaires, on observe une oscillation continue et constante dans des conditions binoculaires. Il ne s'agit donc pas d'un nystagmus latent, mais d'un nystagmus qui n'est pas observable cliniquement. Ici, dans des conditions binoculaires, elle se trouve dans la colonne de gauche avec les yeux battants à gauche, ce qui augmente lorsque vous couvrez son œil droit. Puis, lorsque vous couvrez son œil gauche, le battement passe à droite et il s'agit de formes d'ondes linéaires et à vitesse décroissante. Voici un jeune homme avec, encore une fois, une ésotropie à grand angle, avec une forte myopie et une forte préférence pour l'œil droit. Ce que vous voyez est un nystagmus par saccade à gauche avec l'œil droit couvert et un nystagmus par saccade à droite avec l'œil gauche couvert. Si vous enregistrez les mouvements oculaires de cette personne, vous ne voyez pas de nystagmus latent. On observe un syndrome de nystagmus infantile avec une composante latente. Je sais que cela devient très compliqué, mais 40% des patients atteints du syndrome du nystagmus infantile qui ont un strabisme associé auront une composante latente. La seule façon de le savoir est d'enregistrer les mouvements oculaires et vous voyez une secousse à droite dans la colonne de gauche avec un nystagmus battant à droite avec une bonne fovéation et des formes d'ondes de vitesse croissante. On observe ensuite une mauvaise fovéation, une secousse à gauche avec l'œil droit couvert et une secousse à droite croissante avec l'œil gauche couvert. Le dernier syndrome est le syndrome spasmus nutans. Il s'agit d'une triade très particulière d'oscillations asymétriques à haute fréquence, disconjuguées, débutant dans la petite enfance et devenant généralement cliniquement inobservables au cours des 2 premières années de vie. Elle n'est généralement pas associée à une pathologie du système nerveux central, quoique quelques rapports font état de ce type d'oscillation clinique associée à une pathologie du système nerveux central. Il s'agit de l'oscillation typique de la tête associée au syndrome spasmus nutans. Il s'agit plutôt d'une oscillation elliptique et multiplanaire. L'oscillation typique de la tête associée au nystagmus infantile est celle de la personne qui dit non, une oscillation horizontale de la tête. Les enregistrements des mouvements oculaires sont caractéristiques et montrent que l'œil droit va vers la droite et l'œil gauche vers la gauche à 10 Hz, c'est-à-dire 10 fois par seconde. L'enfant du milieu présente une oscillation asymétrique à haute fréquence. La photo à droite est typique d'un gliome du chiasmal. Et sur les 2 douzaines de patients que j'ai vus avec le syndrome spasmus nutans et diagnostiqués avec des enregistrements des mouvements oculaires, l'un d'entre eux avait une tumeur du système nerveux central. Les autres n'avaient pas de lésion du système nerveux central. Je vais vous montrer quelques enregistrements de mouvements oculaires de patients et leur représentation clinique. Voici à nouveau le bébé qui présente une oscillation spontanée des mouvements des paupières et des yeux avec des phases rapides prédominantes.
Comme vous pouvez le voir, le bébé est intubé et a subi un traumatisme crânien non accidentel ou a été victime d'une situation de maltraitance. Il était dans le coma. Lorsque nous avons enregistré le bébé, nous n'avons vu que des phases rapides à droite et à gauche, certaines séparées par un intervalle intersaccadique et d'autres non. Il s'agit donc d'un pur battement ou d'oscillation saccadique. Si vous regardez l'arête du nez d'un enfant, vous remarquerez une oscillation composée de deux parties. Elle a une oscillation horizontale continue, à haute fréquence et faible amplitude, mais aussi une lente oscillation en balancier. Il s'agit donc d'un nystagmus infantile à bascule. Si l'on enregistre ces mouvements oculaires, on observe une forme d'onde de nystagmus infantile avec la composante verticale qui se rapproche et s'éloigne. Ces patients présentent presque toujours une anomalie chiasmale, soit un achiasma, soit un hypochiasma. Par conséquent, si vous observez un nystagmus à bascule associé à un nystagmus infantile, il est important de faire une IRM. Il est intéressant de noter que les nerfs optiques semblent souvent normaux. L'acuité est normale. Le champ visuel est normal. Il s'agit d'un modèle animal sur lequel nous avons travaillé et nous avons ensuite trouvé des humains atteints de cette maladie. Il s'agit d'une femme atteinte d'un nystagmus neurologiquement significatif qui s'est manifesté à l'âge adulte par une oscillopsie. Vous pouvez voir que lorsqu'elle se déplace sur les côtés, elle présente un nystagmus par saccade qui prédomine dans le regard vers le bas. Le nystagmus est saccadé vers le bas et il est bien pire dans le regard vers le bas que dans le regard vers le haut et dans le regard latéral. Sur les enregistrements des mouvements oculaires, on observe deux composantes. On observe un nystagmus par saccade. Le rouge est horizontal. La droite va vers le haut et le bas vers la gauche. Et nous voyons un nystagmus vertical, qui est vert, un nystagmus vertical descendant, qui s'aggrave dans le regard excentrique. Il s'agit d'un nystagmus descendant acquis très typique. Voici un jeune homme qui est venu se plaindre d'une oscillopsie occasionnelle d'apparition récente, mais pas immédiate, au cours des 16 à 18 derniers mois de l'année et demie écoulée. Si l'on regarde ses yeux, il a l'air plutôt calme droit devant lui, mais il présente un nystagmus gauche saccadé, qui s'aggrave dans le regard à gauche et s'améliore dans le regard à droite. L'oscillopsie n'apparaît que dans le regard extrême gauche. Sur les enregistrements des mouvements oculaires, il présente un nystagmus évoqué par le regard typique, un nystagmus évoqué par le regard acquis horizontal. Il s'agit d'une secousse à gauche avec une forme d'onde linéaire à vitesse décroissante qui s'aggrave dans le regard gauche. Il présente également une composante verticale, comme le montre le tracé vert. Il s'agit d'un jeune bébé qui a été amené parce que les parents s'inquiétaient d'une anomalie spontanée des mouvements oculaires. Je le laisse allumer une seconde pour que vous voyez les courtes bourrasques, de mouvements oculaires horizontaux ou verticaux. Puis les yeux sont devenus silencieux. En enregistrant les mouvements oculaires de ce bébé, on peut voir ces bouffées d'activité saccadique avec des clignements d'yeux. Il n'y a pas de nystagmus ici. Il s'agit d'anomalies des mouvements oculaires rapides associés ou non à un intervalle intersaccadique. Il s'agit d'une opsoclonie. Et voici l'IRM du bébé montrant un neuroblastome suprarénal de grande taille. Il s'agit d'une jeune enfant victime d'un accident de la route et d'un traumatisme crânien. Elle souffrait d'un strabisme multiplan, d'une neuropathie crânienne multiple et d'ostéoporose. Vous pouvez voir ici qu'elle présente une anomalie asymétrique des mouvements oculaires avec un nystagmus dans les plans vertical et horizontal. Elle préfère fixer son œil gauche, moins parétique. Le nystagmus est asymétrique en raison de la parésie des nerfs crâniens. Il est donc difficile de donner un sens à cette situation en se contentant d'un examen clinique de l'œil. L'enregistrement des mouvements oculaires a montré un nystagmus pendulaire acquis asymétrique. Elle présentait donc une lésion du tronc cérébral avec une forme très simple de nystagmus asymétrique due à la paralysie des nerfs crâniens. Voici une jeune femme que j'ai vue et qui a été transportée par avion depuis l'extérieur de la ville parce qu'elle avait été trouvée comateuse et qu'elle avait subi un pontage gastrique environ 1 an et demi avant cet épisode. Elle souffrait d'encéphalopathie de Wernicke avec syndrome paranoïaque, dysfonctionnement pupillaire, anomalie du regard vertical, rétraction de la vergence et nystagmus ascendant. Il s'agit d'une évaluation de la patiente après qu'elle se soit quelque peu rétablie grâce à la vitaminothérapie et à la thérapie de soutien dans l'unité de soins intensifs. Vous pouvez voir ici ces enregistrements de mouvements oculaires montrant un nystagmus ascendant acquis avec une phase lente linéaire.
J'aimerais que vous regardiez ces vidéos pendant un moment et que vous observiez ces deux patients. Ils souffrent d'une maladie très rare appelée neuromyotonie oculomotrice. Cette maladie est souvent associée à un traumatisme, à une radiothérapie ou à une intervention chirurgicale sur les orbites. Elle résulte d'une transmission synaptique anormale le long des nerfs crâniens. Sur la vidéo en haut à droite, la patiente regarde vers la droite. Et quand elle regarde à gauche, elle ne peut pas s'adducter complètement parce que le nerf crânien droit 6 ou droit externe est maintenant dans un état tonique d'allumage. La femme en bas de l'écran est atteinte au niveau du troisième nerf. Lorsqu'elle tente de regarder vers la droite, l'œil est bloqué en adduction à cause de la branche du troisième nerf. Les patients qui souffrent de diplopie intermittente et qui ont eu des antécédents de radiothérapie ou de thérapie dans l'orbite doivent souvent être examinés de cette manière pour voir la neuromyotonie oculomotrice. Il s'agit d'un cas très rare. J'ai eu la chance de voir ces deux patients. Comment le système visuel est-il affecté chez les patients atteints de nystagmus? Il y a des problèmes objectifs, comme vous le voyez ici, surtout pendant l'enfance. Les patients se plaignent d'un certain nombre de choses, notamment d'une diminution de toutes les fonctions visuelles. Ils ne vont pas dire que le contraste a baissé. Ils ne vont pas dire que je ne peux pas trouver mes parents sur la plage. Ils ne diront pas que j'ai des difficultés à faire du sport parce que lorsqu'ils regardent sur le côté, l'acuité visuelle dépendante du regard n'est pas bonne. Il est donc important de comprendre quels sont les aspects objectifs et subjectifs du compromis visuel. Et nous devons essayer de traiter chacun de ces symptômes individuellement. Idéalement, la façon de traiter le nystagmus est celle que nous avons appliquée à ce chiot. Ce chien est atteint d'une maladie rétinienne déficiente de l'EPR-GIX-XV. Ce chiot a été traité immédiatement après le sevrage par une injection sous-rétinienne de la thérapie de transfert de gène viral RPE-XXV associée à l'AAV, qui a éliminé la perte de vision dans la période suivant le sevrage et totalement éliminé le nystagmus du chiot. Cela équivaut à une chirurgie de la cataracte dans les 12 premières semaines. La seule façon de guérir le nystagmus est donc de s'y attaquer dès les premiers mois de la vie, lorsqu'il se développe, et de rétablir la communication entre la capacité de voir qui se développe et la capacité de bouger les yeux qui se développent. Il existe ce que j'appelle des traitements médicaux, optiques et chirurgicaux du nystagmus. Les traitements médicaux sont généralement la thérapie optique, les médicaments oraux et topiques, et les thérapies non traditionnelles telles que l'acupuncture, le biofeedback et la méditation. Les médicaments les plus populaires que j'utilise sont ceux qui figurent dans les cases carrées. Je dirais que le baclofène est un médicament extrêmement sûr. Je l'utilise chez 1/3 à la moitié des patients atteints d'albinisme et chez 10 à 20% des patients atteints du syndrome du nystagmus infantile. Il est très efficace pour supprimer la périodicité associée au syndrome du nystagmus infantile. Nous l'essayons souvent chez des patients un peu plus âgés, à l'âge scolaire ou un peu plus âgés, parce que nous aimerions qu'ils soient évalués dans leur environnement scolaire, sportif et social. Mais je voudrais parler un peu de la chirurgie. Dans les années 1950, J.R. Anderson a remarqué et écrit dans son manuel, voici ma copie de son manuel, une photo de son manuel de Melbourne. Lorsque je donnais des conférences là-bas, il a écrit ces deux citations que vous voyez ici. Il a remarqué que lorsqu'il opérait le muscle oculaire pour corriger une posture anormale de la tête chez des patients atteints de nystagmus, et il a remarqué cela en 1959, le nystagmus s'atténuait et les fonctions visuelles s'amélioraient. Mais ce n'est qu'à la fin des années 70, au début des années 80, que le docteur Delosso, le docteur Flynn et plus tard le docteur Daroff ont commencé à enregistrer les patients qui avaient subi une intervention chirurgicale sur les muscles oculaires et qui souffraient de nystagmus, effectuée par le docteur Flynn, et à constater que leur nystagmus s'améliorait. Ces observations ont été largement diffusées dans la littérature scientifique, un peu dans la littérature clinique, jusqu'à ce que nous trouvions un modèle animal de nystagmus infantile où nous pouvions tester comment la chirurgie aidait le nystagmus et si elle aidait effectivement le nystagmus. Alors, un chien achiasmatique de race berger belge a été présenté à Dr. Delosso. C'est ainsi que lui et moi avons travaillé avec eux à Memphis, dans le Tennessee.
et nous avons testé l'hypothèse selon laquelle c'était l'intervention chirurgicale elle-même qui réduisait le nystagmus sans déplacer le muscle ou retirer un morceau du muscle, mais en coupant simplement le muscle qui réduisait le nystagmus. Il s'est avéré que le simple fait de couper le muscle de l'œil avait un effet significatif. Cette hypothèse a ensuite été testée dans le cadre de 2 essais cliniques modérés, l'un sur des adultes et l'autre sur des enfants. Parrainés par les NIH, les données ont été recueillies à l'insus du chirurgien et du patient. Et ils ont à nouveau montré que le simple fait de couper le muscle et de le replacer sur le globe réduisait le nystagmus et améliorait la vision et les fonctions visuelles. À la suite de cela, nous avons pratiqué la chirurgie du muscle oculaire sur des milliers de patients au cours des 15 dernières années. Mais ceci est un exemple de la façon dont la chirurgie des muscles oculaires chez les patients atteints de nystagmus, en particulier de nystagmus infantile, affecte leur nystagmus. Ce que vous voyez ici, c'est qu'à chaque battement du nystagmus, le cerveau absorbe une plus grande partie du monde. La période de temps entre la phase rapide et la phase lente, lorsque l'œil se déplace à la vitesse la plus faible, est le moment où le cerveau perçoit le monde. Ce laps de temps augmente après une opération du muscle oculaire. Mais si l'on examine ce patient cliniquement, d'après cet enregistrement oculaire, ses yeux bougent 5 fois par seconde avant l'opération et 5 fois par seconde après l'opération. À l'œil nu, on a donc l'impression que rien n'a été fait à la suite de l'opération. Après de nombreuses opérations chirurgicales sur plusieurs patients, je vois actuellement entre 20 et 25 patients chaque semaine et je réalise 3 interventions des muscles oculaires pour des patients atteints de nystagmus en utilisant des techniques standards. J'ai développé un algorithme qui peut être utilisé par tous les praticiens de la chirurgie oculaire traitant des patients atteints du syndrome du nystagmus infantile afin d'aider ces patients lors de l'intervention chirurgicale. Cet algorithme est décrit dans de nombreuses publications. Je n'ai pas besoin de donner des détails sur chaque opération citée dans la diapositive. Mais ce que nous avons fait, c'est améliorer le nystagmus. Malheureusement, on me demande ce que la chirurgie des muscles oculaires sur le nystagmus des patients apporte à leur vision à haute fréquence spatiale. Je peux vous dire que l'objectif du système oculomoteur n'est pas de voir des lettres noires sur un écran blanc. Mais pour qu'un article soit publié, je dois dire ce que cela fait à l'acuité visuelle. En fait, le fait d'améliorer le nystagmus améliore souvent la meilleure acuité visuelle corrigée. Chez 75% des patients, l'amélioration est généralement d'1 à 2 lignes et chez un nombre significatif de patients, environ 15%, elle est de plus d'1 ligne. Cette constatation a été faite dans de nombreuses publications. Mais ce que nous faisons aux patients atteints de nystagmus, lorsque nous pratiquons une chirurgie du muscle oculaire, n'est pas nécessairement d'améliorer la vision à haute fréquence spatiale. Nous améliorons la fonction d'une autre manière. Nous déplaçons le point zéro et l'élargissons. Ainsi, non seulement les patients voient mieux sans avoir à utiliser leur tête, mais la largeur de la position nulle est élargie. Nous avons mesuré cela en effectuant des mesures de l'acuité visuelle en fonction du regard, à la fois horizontalement et verticalement, et en traçant un graphique. Nous mesurons cette vision dans l'espace en l'appelant « espace de vision fonctionnelle ». Les patients dont l'acuité visuelle est mesurée en fonction du regard, avant et après une opération du muscle oculaire, montrent qu'elle s'améliore. Pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, ils bénéficient plus souvent de leur meilleure vision. Voici un exemple de données publiées sur probablement le pire groupe de patients atteints de nystagmus, à savoir les patients atteints d'albinisme oculocutané de type IA. Chez 85 de ces patients, la moyenne du groupe et l'acuité se sont améliorées, passant de 1,70 avant l'opération à 80 après l'opération. Mais surtout, leur sensibilité au contraste s'est améliorée de façon spectaculaire. Il s'agit d'une étude récente portant sur des adultes ayant subi une chirurgie du muscle oculaire vierge. 38 patients sur 38 qui n'avaient pas le droit de conduire avant l'opération du muscle oculaire. 60% répondaient maintenant à 27 critères ou mieux dans des conditions binoculaires et étaient maintenant capables de conduire. Voici donc les fonctions visuelles qui ont été étudiées avant et après la chirurgie du muscle oculaire et dont l'amélioration a été démontrée, que vous voyez en haut, et les fonctions visuelles qui ne se sont pas améliorées, que vous voyez en bas. Les effets bénéfiques de la chirurgie des muscles oculaires comprennent toutes ces choses que vous voyez en haut, et ils sont indépendants du fait que vous opériez pour le strabisme seul, une position excentrique nulle avec une posture de la tête, le strabisme plus la position excentrique nulle, ou que l'on coupe les muscles et qu'on les rattache. Et pourquoi cela?
Nous ne le savons pas. Notre hypothèse était que nous faisions quelque chose de neurologique. Nous avons donc mis au point une technique permettant d'étudier la partie antésiale du tendon du muscle extraoculaire, qui n'avait jamais été étudiée auparavant, et nous l'avons envoyé en bloc au microscope électronique et avons publié l'existence de ces nouveaux muscles proprioceptifs. L'existence de ces nouvelles terminaisons afférentes proprioceptives qui maintenant, et je vais vous montrer cette diapositive, et je ne m'attends pas à ce que vous lisiez tout cela, mais c'est juste un exemple de l'endroit où nous pensons que ces terminaisons afférentes proprioceptives passent pour atteindre le tronc cérébral et le cervelet. Grâce à ces connaissances, depuis 1 an ou 2, nous n'étudions plus que les afférences proprioceptives. Il s'agit de nouvelles études sur les afférences proprioceptives après la découverte de ces nouvelles connexions neuronales. Grâce à la découverte de ces neurones à la surface de l'œil, nous pourrions peut-être traiter la surface de l'œil et ses terminaisons neuronales sans avoir recours à la chirurgie. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un patient qui prenait de l'acétazolamide ou Diamox et qui disait que son nystagmus s'améliorait et que sa vision s'améliorait lorsqu'il prenait son Diamox par voie orale. Alors nous l'avons étudié. Et en fait, sa vision s'est améliorée, c'est-à-dire que son nystagmus s'améliore au fur et à mesure que les lignes montent sur le graphique. Et avec le Diamox, par voie orale, le nystagmus s'est amélioré. Nous nous sommes donc dit que nous avions du Diamox topique. Nous l'utilisons pour le glaucome. Nous avons donc donné à ce patient du Diamox topique, AZOP, et le nystagmus s'est amélioré. Il ne s'agit donc que d'un seul patient. Nous avons donc décidé de réaliser un essai clinique avec des patients en double aveugle et croisés. Ils ont pris un placebo, puis ont arrêté, puis ont pris de l'AZOP, ou vice-versa. Il s'est avéré que l'AZOP réduisait leur nystagmus, améliorait leur fonction d'acuité nystagmoïde, qui est une mesure de la forme d'onde, affectait leur acuité visuelle, et nous avons effectué une mesure de la qualité de vie, qui s'est également améliorée. Aujourd'hui, j'utilise l'AZOP chez environ la moitié de mes adultes, et environ 1/3 d'entre eux restent sous AZOP, et disent que cela améliore encore leur vision et leur fonction visuelle, même après une intervention chirurgicale sur le muscle de l'œil. Ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que ce n'est que lorsque nous étudions les patients, que nous les regardons, que nous les écoutons, que nous utilisons les technologies modernes et que nous gardons l'esprit ouvert. Car qui aurait pensé que l'idée qu'il y avait quelque chose de nouveau à découvrir sur le plan anatomique, que la recherche sur les animaux serait disponible pour le nystagmus, qu'en gardant l'esprit ouvert, que d'une manière ou d'une autre, la chirurgie que nous faisions aidait les patients pendant des années sans que nous sachions pourquoi. Je pense qu'il est parfois difficile pour nous de regarder, d'évaluer et d'étudier cela objectivement. Au milieu, vous pouvez voir Ginger, qui est toujours avec moi, un chien sur lequel nous avons réalisé une étude sur les gouttes, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Nous étudions une nouvelle goutte oculaire pour aider le nystagmus, et voici notre frère Stanley chez nous, et le docteur Shamir Zeki avec nous en Australie. Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre attention et j'espère que cela vous a été utile et le sera encore, mais je vous encourage tous à essayer de comprendre un peu mieux, d'ajouter cela à votre pratique clinique parce que vous et vos patients en bénéficierez de la même manière que les patients qui viennent me voir ici. C'était absolument fabuleux. J'avais promis aux téléspectateurs une grande conférence et vous avez dépassé leurs attentes. Je pense que vous devriez appeler cette conférence, je sais que vous l'avez déjà donné dans d'autres forums, le nystagmus rendu compréhensible. Je ne dirais pas qu'elle est simple, car ce n'est pas un sujet simple, mais elle est compréhensible. Et l'une des beautés de cette série est que tous ces exposés sont en ligne et les téléspectateurs peuvent y revenir et les regarder et les écouter une deuxième ou une troisième fois, les mettre en pause, prendre des notes, extraire des diapositives, certaines informations qu'ils n'auraient peut-être pas pu assimiler lors de la première présentation. J'ai quelques questions et commentaires, si vous le permettez. Tout d'abord, si vous êtes d'accord, vous avez dit au début que le livre est disponible en téléchargement gratuit. Seriez-vous d'accord pour communiquer votre adresse électronique aux personnes qui souhaitent l'obtenir? Et pourquoi ne pas simplement le dire ou l'épeler? Et c'est rare. H-E-R-T-L-E, R-R-T-L, à Akron Children's, un seul mot, A-K-R-O-N-C-H-I-L-D-R-E-N-S, .org, à Akron Children's. Org, merveilleux. Et je suis curieux.
Vous avez parlé de certains équipements plus récents pour faire des tracés de mouvements oculaires et vous avez montré un appareil en particulier. Pour quelqu'un qui ne travaille pas autant que vous sur le nystagmus, quel est le coût relatif d'un appareil qui serait utile? Y a-t-il des marques ou des modèles particuliers que vous aimeriez mentionner? Oui, et on me pose souvent cette question. Et nous avons aidé à mettre en place des laboratoires de mouvements oculaires pour des raisons cliniques en Asie et en Amérique du Sud, en Inde, en Chine. Et ces techniques peuvent être introduites dans le cabinet de n'importe qui et vous pouvez obtenir un bon appareil pour environ 30 000 $. Le système iLink, le iLink 1000, est vraiment facile à utiliser et à installer. Il utilise un logiciel basé sur Windows et nos techniciens effectuent tous les tests. Ils téléchargent les données pour moi, les placent à un endroit que je peux consulter et qui est lié au dossier médical, ce qui est vraiment compatible avec la médecine moderne. Je pense que la partie la plus difficile de l'utilisation est l'interprétation. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles la tomographie par cohérence optique est si utile est qu'il est accompagné d'algorithmes qui vous donnent des résultats, comme les électrocardiogrammes modernes qui vous indiquent sur un imprimé qu'il s'agit d'un bloc de type 1, de sorte que même le cardiologue reçoit un peu d'aide. J'essaie de travailler avec iLink pour mettre au point un algorithme de base afin que le système iLink puisse le lire et dire qu'il s'agit d'un SNI ou d'un FMNS, syndrome du nystagmus suite au mal-développement de la fusion, ou d'un bloc neurologique ou que la zone nulle se trouve ici. Je pense donc qu'il est facile de l'utiliser. Je pense que la plupart des médecins, en particulier les plus jeunes qui travaillent avec nous aujourd'hui, pourraient l'installer et l'utiliser comme... Je pense qu'il est plus difficile d'utiliser leurs appareils de réalité virtuelle que celui-ci. Je ne pense donc pas que ce soit le coût qui compte, ni la capacité à l'intégrer dans leur routine clinique, mais plutôt la manière dont ils interprètent les données qu'ils regardent. Je pense que c'est la prochaine étape pour que les ophtalmologistes pédiatriques puissent l'utiliser en routine dans le monde entier. C'est très bien. C'est très bien. Je dois dire que j'adore l'analogie de la rampe d'accès et de la rampe de sortie de l'autoroute pour imaginer ce qu'est une vitesse ascendante ou descendante. C'est très très clair. Et je pense que c'était un coup de génie quand vous y avez pensé. J'ai deux questions spécifiques, plus médicales. Quand vous avez montré le spasmus nutant, vous avez dit que vous avez eu un patient qui avait un gliome. Je voudrais savoir si ce patient avait d'autres signes neurologiques évidents. Je pose cette question parce que vous êtes probablement mieux informé que moi des faits. Je pense que l'étude originale qui a attiré l'attention sur cette association a suggéré que tous les patients atteints de spasmus nutant ont tendance à subir des examens d'imagerie. Je pense que tous les patients de cette étude, à l'exception d'un seul, avaient d'autres troubles neurologiques évidents. Sauf un, il présentait d'autres signes neurologiques évidents, soit une atrophie optique, un syndrome diencéphalique ou quelque chose de ce genre. Il s'agissait d'une étude collaborative et je me dis que si un seul patient, quel que soit le dénominateur, a-t-on omis des éléments évidents lors de l'inclusion de l'étude? Cela peut s'avérer parfois difficile, surtout chez les jeunes enfants. Pensez-vous que, en l'absence d'autres signes neurologiques, tous les patients se présentant avec spasmus nutant devraient être examinés par imagerie? Non, je pense que oui. Je suis d'accord avec vous. S'ils n'ont rien d'autre sur le plan neurologique, neuro-ophtalmologique ou sur le plan du développement neurologique, et qu'ils ont la triade typique ou deux parties de la triade, je ne demande pas d'imagerie. De plus, les enregistrements des mouvements oculaires du patient atteint de la tumeur étaient très différents de ceux des autres patients. Ils étaient donc plus typiques d'un nystagmus acquis, il y avait une certaine asymétrie. Ils n'avaient pas la symétrie typique à haute fréquence que ces nystagmus acquis. Donc si vous faites une évaluation clinique complète, le SNS sans maladie, associé du système nerveux central, si je peux dire cela, non syndromique, dans le CMS, nous avons dit cela, le SNS non syndromique, pour essayer de
Vous savez, politiquement dire, OK, nous voulons regrouper ces enfants. Les SNS non syndromiques n'ont rien d'autre à se reprocher. Pas d'opération, rien. Je me sentirais donc à l'aise de soutenir un clinicien qui verrait un patient présentant 2 des 3 triades typiques, mais dont l'enfant serait par ailleurs normal et qui pourrait le suivre pendant un certain temps. Je veux dire que je ne les blâme pas de passer une IRM de toute façon, mais s'ils décident que cet enfant est assez typique, je vais les surveiller un peu. Je ne vois rien d'autre. Le pédiatre, je l'ai même envoyé voir un neurologue, et il a dit, je ne ferai pas d'IRM à cet enfant, je ne ferai rien. Je me sentirai très à l'aise avec ça. Je pense qu'il existe une maladie pure du SNS et une maladie similaire au SNS. J'apprécie vraiment d'entendre cette réponse car je me suis toujours senti à part dans notre domaine en ne disant pas automatiquement spasmus nutans, nouvelle imagerie. Et jusqu'à présent, je n'ai pas été échauffé. L'autre question que j'ai, et qui fera peut-être l'objet d'une deuxième partie, concerne la procédure de rattachement de la ténotomie. D'après ce que j'ai compris, et comme vous l'avez dit très clairement, on pense que le fait de couper le tendon à l'insertion perturbe les fibres proprioceptives. Et pour moi, lorsque j'ai entendu pour la première fois la présentation initiale de cette procédure, j'ai pensé, si c'est ainsi que cela fonctionne, ne serait-il pas plus logique de les exciser? On pourrait enlever le premier millimètre et demi ou 2 et faire une récession d'1,5 millimètre ou 2 avec ce qui reste. Ainsi, vous ne raccourcissez pas les sarcomères postérieurement, mais vous vous débarrassez complètement de ces fibres au lieu de vous contenter de les couper, de les perturber. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est probablement plus, oui, on se questionne, est-ce qu'il réanastomose d'une certaine manière? C'est la question, vous savez, et ceci l'empêcherait. Je suis donc d'accord avec vous. Je pense que ce serait une façon plus complète de faire une ténotomie et un rattachement, même s'il s'agit de 2 mm ou 3 mm, vous savez. Et je pense que j'aimerais probablement, je dois le dire, et je sais que je ne cesse de revenir en arrière, mais le nombre de fois où je ne fais que rattacher et faire cela n'est que 6% du temps. La plupart du temps, le patient souffre de strabisme, d'un problème de posture de la tête ou d'une combinaison de ces facteurs. Mais si je devais le faire, je n'en ferais probablement que 2 ou 3. Et c'est une zone délicate pour rattacher le muscle, 1 mm en arrière. 2 ou 3 seraient donc suffisants, probablement au moins 2. Je pense que si nous faisions cela de manière routinière, je trouverais probablement plus de cicatrices choriorétiniennes à l'intérieur de la rétine que je ne le souhaiterais. Mais je pense que la résection d'une partie serait acceptable. Mais si vous le faisiez sur les 4 horizontales, vous n'auriez pas de strabisme, n'est-ce pas? Si nous resséquons 2 mm et que nous les rattachons tous à l'insertion d'origine, tout ira bien. C'est vrai, nous ne devrions pas en avoir. Alors peut-être qu'une combinaison de ces deux choses est la bonne chose à faire. Une résection de 2 mm des 4 droits horizontaux et un rattachement à l'insertion d'origine. Ainsi, nous ne créons pas d'avantages ou de désavantages mécaniques. C'est probablement la meilleure solution. La dernière question n'est pas directement liée au nystagmus, mais elle concerne l'idée que les fibres proprioceptives se trouvent à l'extrémité antérieure du tendon. Je me demande si, chez les patients qui ont subi des résections de tous les muscles, disons qu'ils ont eu un R et R bilatéral, je suis hypothétique, bien sûr, puis ils ont été surcorrigés et ils ont eu des résections de l'autre muscle. Tous les muscles ont donc été réséqués. Ont-ils un défaut de proprioception dans la localisation lorsqu'ils regardent sur le côté, lorsqu'ils sont capables de dire où se trouvent les choses dans l'espace, etc. Je n'ai jamais cherché à savoir si c'était le cas, mais je n'ai jamais observé cela ou entendu cela de la part de mes patients qui ont subi une résection. Qu'en pensez-vous? Il existe toute une littérature à ce sujet. En fait, je crois que Steve Kraft en a fait une partie et Marty Steinbeck, un physiologiste oculomoteur. Il existe une littérature sur les changements proprioceptifs, visuels et vestibulaires après une chirurgie du strabisme. D'après ce que j'ai compris, si l'on évalue les patients immédiatement après l'opération, on observe des discontinuités dans la fonction vestibulo-visuelle, ainsi qu'un pointage avant le passage et une certaine perturbation proprioceptive qui est facilement corrigée grâce à la rétine, le plus grand propriocepteur de l'organisme. Mais il est clair qu'il y a une perturbation initiale de la proprioception, même routinière. S'il n'est pas nécessaire de procéder à une résection, il peut s'agir d'une récession. Oh, je suis conscient des effets immédiats. En fait,
J'en ai parlé à Marty Steinbeck il y a quelque temps, mais je pense à long terme parce qu'immédiatement après avoir modifié les sarcomères, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Je parle d'une fois que la fumée s'est dissipée, mais ces fibres proprioceptives ont disparu. Oui, c'est vrai. Oh, eh bien, je peux vous dire que, vous savez, j'ai enregistré ces patients. Je les enregistre continuellement pour chercher, c'est probablement quelque chose que je devrais rassembler. Mais, vous savez, j'ai 10 ans de données, au moins sur certains patients que j'ai enregistrés. Et le nystagmus ne s'aggrave pas. Et il ne revient pas à ce qu'il était avant l'opération. Le problème des données longitudinales dans l'enfance est que tout s'améliore dans l'enfance, n'est-ce pas? Je suis donc coincé entre le fait de dire que l'effet de la ténotomie semble durer. Il ne s'inverse pas, n'est-ce pas? Et je ne suis pas sûr de savoir pourquoi il s'agit d'un effet à long terme. Suis-je en train de rattraper le développement? Mais chez les adultes, il n'y a pas de nouveau développement de quoi que ce soit. Il y a peut-être une détérioration. Mais chez les adultes que j'ai traités, je n'ai pas constaté de récurrence de toutes les caractéristiques quantitatives du nystagmus. Des années plus tard, le nystagmus semble persister. Très bien, merci Rich. Merci encore pour cette fabuleuse conférence et pour les téléspectateurs. Je tiens à vous remercier tous. J'espère que vous reviendrez voir les autres conférences de cette série. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, quelle que soit la partie du monde ou l'heure à laquelle vous voyez ceci, jusqu'à ce que nous nous revoyions. En vous apportant ce cours vidéo, je vous adresse de nombreux remerciements. Merci d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. L'équipe d'Un Monde, une vision remercie chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile. Et bien sûr, à Bert Kouchner pour avoir assumé la charge, heureuse nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un grand merci à l'équipe vidéo de Sweet Sandy pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés pour réaliser ce cours, tant sur le plan visuel qu'auditif, extraordinaire, et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owov2020@gmail.com. Au revoir.